28 films en 60 ans, incarnés par 8 acteurs différents, James Bond est un classique. Avec le changement d'acteur principal qui a été annoncé, aucun doute que 007 a encore de beaux jours devant lui. Mais il n'y a pas de grand héros sans ennemi à sa hauteur. Sur YouTube, les extraits où on voit des méchants font des millions de vues. Normal, ils sont l'essence même de 007. Mais qui est vraiment le meilleur? Voici les 7 plus grands méchants de l'histoire de James Bond. Numéro 7, Scaramanga. L'homme au pistolet d'or, c'est un film qui divise les fans, on aime ou on déteste. Il a même été un échec au box-office, le 4e film le moins rentable de la saga. Pourtant, il commence super bien, on est sur une île paradisiaque avec un magnifique Christopher Lee torse nu dans le rôle du méchant. Mais quand Scaramanga entre dans sa chambre, un assassin l'attend. Il récupère son arme fétiche, le pistolet d'or. Une balle en pleine tête et c'est fini. C'est là qu'on découvre que c'était un entraînement. Scaramanga, c'est le meilleur tueur à gages au monde. C'est comme ça qu'il garde la forme. Tout de suite, on rigole moins, un méchant à la hauteur de Bond. Alors, comment ça se fait qu'il se retrouve 7ème dans la liste? C'est vraiment à cause du film, un méchant ultra stylé dans une comédie burlesque. Comme si tout était fait pour qu'on puisse pas en profiter. Déjà, il y a tout un délire avec le fait qu'il ait 3 tétons. À un moment, James s'en colle même un faux pour se faire passer pour lui. C'est pas tout, on a aussi le droit à une scène de film de kung-fu. Bond humilie des maîtres en arts martiaux d'un coup de pied. Pas très légal. Pire, il y a même une femme nue dans une piscine qui s'appelle Mademoiselle... Juste moi. Tiens non. Ou encore la James Bond girl en bikini qui manque de détruire une centrale solaire avec ses fesses. Ouais, on en est là. Puis il y a pas mal d'incohérences. Par exemple, Scaramanga est censé en avoir rien à faire de Bond. Mais il a une statue de 007 chez lui. Lui, c'est un méchant froid, méticuleux, sans merci, il porte toute l'attention dramatique sur ses épaules. À chaque fois qu'il apparaît, on se souvient qu'il existe un danger. S'il n'était pas là, le film aurait été une comédie. À l'époque, c'était seulement le 2e film de Roger Moore, et ça changeait clairement du 007 sérieux de Sean Connery. Numéro 6, 006, Alec Trevelyan. S'il fallait garder un film iconique de Pierce Brosnan, ça serait GoldenEye. Sa première incarnation de 007, un succès monumental. 2 fois les recettes de l'épisode précédent, 350 millions de dollars. Le film a carrément atteint un statut légendaire grâce à son adaptation sur Nintendo 64 qui a littéralement redéfini les codes du FPS. Il faut dire qu'il en avait des atouts. Un budget de 60 millions, le futur réalisateur de Casino Royale, on en reparle un peu plus tard, mais surtout de vrais bons méchants comme on les aime, car là, il y en a carrément plusieurs. Le général Ormov, avec l'accent parfait, un militaire russe qui cherche à prendre le contrôle des satellites GoldenEye, n'hésitant pas à exécuter froidement ses hommes ou même un ministre. Et surtout son acolyte, Xenia Onatop, une assassine sadique qui fait froid dans le dos. Elle prend son pied en abattant des scientifiques et elle brise les côtes de son amant en plein acte. James a de bonnes raisons de leur en vouloir, ils ont exécuté son ami 006 qu'il a été obligé d'abandonner pour s'enfuir. Mais ce qui fait tout le sel de l'histoire, c'est son plot twist. À la moitié du film, on apprend que son ami est bien vivant. C'est lui, Alec Trevelyan, le véritable méchant. Il a orchestré sa propre mort pour pouvoir se venger du gouvernement britannique qui a tué ses parents. Son plan, utiliser les satellites GoldenEye pour détruire toutes les installations électriques en Angleterre. Le tout incarné par un Sean Bean franchement convaincant, même si parfois on l'empêche d'être stylé. Ce qui est dommage, c'est Sean Bean quand même. Ça donne une autre dimension au film. Bond fait face à un ami qui a de vraies raisons d'être énervé. 007 voit son patriotisme et sa confiance aveugle dans le MI6 remise en question. Mais ça ne dure qu'un temps. Le film se conclut sur un affrontement aux petits oignons. 007 est dominé, épuisé, il évite plusieurs fois la mort avant de retourner la situation et lâcher son ancien collègue dans le vide. Pour l'Angleterre, James? Non. Pour moi. Numéro 5, Raoul Silva. Dans Skyfall, le méchant est au cœur du récit. C'est pas juste un faire-valoir pour que Bond utilise ses gadgets et sauve le monde. Pendant la première partie du film, on ne sait pas contre qui on se bat. Silva, c'est une menace qui plane. Il a l'air tout puissant, capable de pirater les services secrets, de faire exploser leurs locaux, et visiblement, il en veut personnellement à M, la patronne de Bond, au point de voler des documents pour lui faire perdre son poste. On nous le décrit comme un homme terrifiant, même ses associés ont peur. How much do you know about fear?
quand on le voit pour la première fois, il a pourtant l'air sympathique. Il est souriant, libère Bond, lui explique qu'il est un ancien agent secret, tout comme lui. Mais surtout, il déteste M, qu'il considère comme une manipulatrice. 007 perd pas de temps, en quelques minutes, il élimine tous ses hommes de main et le capture. Finalement, le grand méchant était pas si dangereux. Sauf que ça va vite changer. Enfermé dans les locaux du MI6, il nous révèle son histoire. Il y a plusieurs années, M l'a vendu. À cause d'elle, Silva s'est fait torturer pendant plusieurs mois avant de devoir se suicider avec une capsule de cyanure, sauf qu'il a survécu. Et ça lui a laissé des séquelles. Le souriant Silva disparaît et on aperçoit le monstre. On découvre qu'il avait 10 coups d'avance, il s'est fait emprisonner volontairement, a déjà planifié son évasion et passe à 2 doigts de réussir son plan. Tuer M. Il a tout du parfait vilain. Il est intelligent, manipulateur, charismatique, réussissant à mettre Bond en déroute. Mais ce qui rend Silva aussi iconique, c'est qu'il arrive à tenir le récit tout seul. Fini les bases secrètes sous-marines, volcaniques ou dans l'espace, fini les plans de domination du monde. Là, ce sont les personnages qui sont en danger. On rentre dans leur psychologie, on en apprend sur leur histoire. Pour une franchise qui s'est longtemps reposée sur le grandiose, c'est un pari risqué. M finira par mourir. Elle était interprétée par Judi Dench depuis 17 ans, ça appuie encore plus la force de Silva. Non seulement il accomplit son plan, mais il change aussi, à tout jamais, l'histoire de la saga. Numéro 4, le chiffre, Casino Royale. Casino Royale, c'est le tout premier roman mettant en scène James Bond. Alors forcément, il a une place particulière dans le cœur des fans. L'histoire a été adaptée 3 fois à l'écran. D'abord en 1954 pour la télévision américaine, la toute première apparition de James Bond. La deuxième fois, c'est en 1967. À l'époque, Sean Connery était déjà à l'écran, mais la boîte qui réalise les films n'avait pas vraiment les droits du roman. Alors on a eu une adaptation parodique, un poil décousu avec Orson Welles dans le rôle du méchant. Enfin, en 2006, c'est l'adaptation qu'on connaît tous, certainement la plus proche du roman d'origine. Cette fois, c'est Mads Mikkelsen dans le rôle du chiffre, et il est franchement grandiose. La première fois qu'on le voit, il est transpirant, utilise un inhalateur, c'est pas le type qui fait le plus peur de la pièce, et pourtant, il impose le respect. Au milieu de tous ces super soldats, il est indispensable. C'est un banquier intelligent, froid, calculateur, champion d'échecs et génie des mathématiques. Ses plans sont géniaux parce qu'ils sont crédibles. S'il veut faire exploser un avion, c'est pas pour assassiner quelqu'un, mais pour ruiner une entreprise et donc faire fortune en bourse. Vendée compris. Il est toujours dans la subtilité et la manipulation. Il empoisonne ou soudoie les collègues de Bond. Je crains fort que votre ami Matisse ne soit... mon ami Matisse. Mais c'est aussi un homme apeuré. Quand son plan s'effondre, il est impuissant face à la violence de ses collaborateurs. Cette scène où on vient lui réclamer de l'argent dans sa chambre d'hôtel est fantastique. Son visage fermé quand on le menace de tuer sa compagne, il est glaçant. Cette dualité, ça le rend crédible. S'il torture Bond, c'est aussi car il n'a plus le choix. Il est acculé, terrifié, il a peur pour sa vie. La violence dans laquelle il tombe à la fin du film, on pourrait presque la comprendre. Il n'y a rien de plus terrifiant que l'homme lui-même. Et s'il y a un méchant dans la saga qui pourrait exister dans la vraie vie, ça serait le chiffre. Numéro 3, requin. Pas toujours besoin de nuances pour faire un bon personnage. Ce qu'il y a de passionnant chez lui, c'est qu'on peut le résumer à sa première apparition. Il est grand, il fait peur, il est limité intellectuellement et il a une mâchoire en acier tranchant. C'est un assassin qui se pose pas de questions. La cible est enfermée derrière une grille, simple, je brise le cadenas. Avec mes dents, je balance la victime contre le mur et je lui arrache la gorge. Il a un vrai côté créature de Frankenstein. Immortel, inarrêtable, inhumain, il survit à un mur qui s'effondre sur lui, arrache des carrosseries de voitures à main nue, et Bond, qui normalement explose les ennemis au corps à corps, se brise les mains en le frappant. Tout ça renforcé par le fait qu'il ne parle jamais. À chaque fois qu'il apparaît, 007 est impuissant. Et même s'il arrive à s'en débarrasser, Requin se relève toujours. Il est censé être un sous-fifre, mais il éclipse complètement le méchant principal. Le film se termine carrément sur lui qui dévore un vrai requin pendant l'explosion de la base secrète, et il survit. On le retrouve alors dans le film suivant, Moonraker. Cette fois, il est au service d'Hugo Drax, un milliardaire qui veut décimer les êtres humains pour reconstruire une population à son goût. Requin jette Bond d'un avion, arrête des téléphériques à la main, survit à ça, ou encore à ça.
Mais finalement, il va connaître une fin inattendue. Il réalise que si Hugo Drax cherche à créer une population humaine parfaite, avec son physique, il finira sûrement par y passer aussi. Alors, il se rebelle et aide James à déjouer les plans de son patron. Il aura même le droit à l'amour avec une jeune scientifique. À la fin, alors que la station spatiale du méchant explose, il débouche une bouteille de champagne et prononce ses premiers mots. Well, here's to us. La première fois qu'on voit cette scène, ça fait un peu ridicule, mais finalement, au vu de sa personnalité, c'est une conclusion assez touchante. Le film sera un succès commercial énorme. La production avait prévu de le faire revenir pour un film de plus, mais les enfants, eux, adorent Requin et ils ne voyaient pas comment le rendre méchant à nouveau. Il reste le seul et unique ennemi de la saga à revenir dans plusieurs films et en même temps survivre à Bond. Sacrée performance. Numéro 2, Goldfinger. Un type aux antipodes du méchant cliché. Quand on le découvre, c'est un homme d'affaires bedonnant qui triche aux cartes. Franchement, pas terrifiant. En seulement 3 minutes, Bond met fin à sa combine et s'enfuit avec sa copine. Le bâtard. Mais dès que 007 a le dos tourné, il se fait assommer. Quand il se réveille, à côté de lui, il y a le cadavre de sa conquête, asphyxié sous une couche de peinture dorée. Cette scène est tellement iconique qu'à l'époque, les gens pensaient vraiment que l'actrice était morte sur le tournage. C'est ça qui fait la force de Goldfinger. C'est le premier méchant de la saga à montrer les faiblesses du héros. Bond est arrogant, tête brûlée, il ne pense qu'aux femmes, contre les autres ça marchait, mais lui, il va utiliser ça à son avantage. Il réduit carrément 007 à un agent secret de seconde zone. Quand Bond essaie de lui soutirer des informations sur un potentiel trafic d'or, Goldfinger comprend tout de suite le double jeu. This meeting is not a coincidence, eh? Et pourtant, il se contente de lui mettre un coup de pression. Son acolyte, Oddjob, balance son chapeau rasoir et décapite une statue devant lui. Le message est clair, James Bond ne lui fait pas peur. Pardon. 007, trop sûr de lui, se contrefiche des menaces. Il le suit, l'espionne, Je vais le démarrer, cet enculé. rencontre la sœur de la victime du début du film, lui fait les yeux doux et la James Bond girl est exécutée. Encore, c'est la deuxième fois en 40 minutes qu'une femme meurt par sa faute. Goldfinger n'a pas de temps à perdre. Il sait déjà tout, ne révèle pas son plan, il en a sérieusement rien à faire de James. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. On a un vrai sentiment d'impunité qui se dégage du personnage. Il ne menotte pas James Bond, le laisse voyager dans son jet privé, lui offre à boire, un vrai gentleman. Pour accentuer encore plus sa performance charismatique, Gerd Frube, l'acteur, a été doublé en post-prod pour que le personnage soit parfait. C'est bluffant, on a la classe à la fois dans le look et dans la voix. Même son plan est stylé, irradier la réserve d'or des USA pour monter les prix du marché. Après, bien sûr, avoir endormi tous les militaires qui protège l'endroit. Avec un engin radioactif en sa possession, il est inarrêtable. La menace nucléaire est trop dangereuse. Et il est pas simplement malin, il a des ressources. Après l'échec de son plan, il se déguise en soldat américain, tue son allié pour se fondre dans la masse, puis exécute une escouade entière, lui tout seul, avant de s'échapper. On se demande vraiment comment il a fait pour perdre. Goldfinger, c'était le personnage principal. Le film et la musique portent carrément son nom. Jamais un méchant n'a été aussi central. Il faut se rappeler que c'est seulement le 3e opus de la saga, celui qui va faire décoller 007 vers les sommets, dépassant les 100 millions de dollars au box-office. Numéro 1, Ernst Stavro Blofeld. Impossible de finir sans parler de l'ennemi juré de Bond. Déjà parce qu'il apparaît dans 9 films, et encore plus si on compte les fois où on évoque le Spectre, l'organisation criminelle qu'il dirige. C'est l'un des méchants les plus iconiques du cinéma, même pas besoin de voir son visage pour le reconnaître. Certains d'entre vous connaissent même ses clichés sans savoir d'où ils viennent. Le chat, le crâne chauve, les cicatrices, les bases secrètes, les plans surréalistes pour dominer le monde, c'est lui dans Austin Powers, Inspector Gadget ou même Pokémon. Blofeld a été parodié, imité, mais jamais égalé. C'est le grand méchant originel. Sa légende s'est construite sur des décennies. On entend d'abord parler du Spectre dans le premier film de la saga, James Bond contre Dr. No. I'm a member of Spectre. Spectre? Spectre. Puis dans Bon baiser de Russie et Opération Tonnerre, il apparaît, mais toujours le visage caché. C'est le cerveau qui dirige les opérations. Intouchable, implacable, Bond n'a même pas l'occasion de l'affronter directement. C'est dans On ne vit que 2 fois qu'on découvre enfin son visage. Superbement interprété par Donald Pleasence, machiavélique et énigmatique, avec sa voix qui crie « Je suis un psychopathe ».
You only live twice, Mr. Bond. Entre deux employés balayés dans un bassin de piranhas, il fait lui-même sauter sa base secrète avant de s'échapper. La légende de Blofeld est née. Il y a autant d'interprétations du personnage qu'il y a de films. Plutôt mafieux dans Au service de sa majesté, carrément oubliable dans Rien que pour vos yeux, amusant dans Les diamants sont éternels, c'est même canon qu'il utilise la chirurgie esthétique et qu'il a des sosies pour couvrir ses arrières. C'est peut-être pour ça que tout le monde n'a pas apprécié son interprétation par Christoph Waltz dans les derniers films. L'acteur est génial, mais comme Blofeld, il est un peu mou. Impossible de lui retirer son statut d'icône. C'est comme le Joker avec Batman. Blofeld reviendra avec un nouveau design, un nouveau plan de domination du monde, une nouvelle origin story, et il mettra encore des bâtons dans les roues de 007. Des méchants iconiques, on aurait pu vous en citer plein. Dr No, l'original, Baroun Samedi et son rire iconique, Rosa Klebb, l'ancienne espionne soviétique, ou encore Zao et son visage iconique. Mais fallait faire des choix, tout le monde a son petit favori, moi par exemple c'est Silva dans Skyfall. Il est terrifiant, Javier Bardem vole la vedette à tous les autres acteurs, je l'adore. N'hésitez pas à nous dire quel méchant vous préférez, à aimer, à vous abonner si ça vous a plu, j'espère pouvoir reparler d'une de mes sagas préférées, faites-nous savoir à quel point vous adorez Bond, c'était Mélie, hétéromique, ciao.